Ok, alors début de tournage, normalement les éclairages c'est bon, ça fait un petit côté Be Lightning Police. Trois histoires d'horreur, vous connaissez le principe, les histoires, je vous préviens, sont de plus en plus hardcore. Et la jeune Sally Horner, de 12 ans, appelle sa sœur. Je suis avec une amie en Californie. Envoie le FBI, s'il te plaît. Était rentrée par effraction chez quelqu'un en se faisant passer pour un pompier, avait essayé de la violer et de la tuer, et que la femme s'en est sortie uniquement parce que son mari est arrivé à temps. Waouh. Je suis quasiment sûre que chaque personne qui regarde cette vidéo a déjà regardé, vu ou écouté un documentaire ou un contenu qui relatait une histoire criminelle. Que ce soit un podcast sur l'affaire Natacha Campouche, une vidéo de Victoria Charlton ou des traits d'horreur de Squeezie, ou même plus récemment la série Dahmer, vous êtes à peu près tous déjà tombés dessus. Le genre du true crime est un type de documentaire né aux États-Unis. C'était d'abord un genre littéraire et puis il s'est un petit peu exporté à la télévision où il est devenu très populaire. Le genre du true crime est toujours un genre assez sensationnaliste. C'est un genre qui revient minute par minute sur des affaires criminelles qui ont eu lieu dans la vraie vie et où on va détailler en fait vraiment morceau par morceau une enquête et on va même détailler les souffrances, les abus, la séquestration, les agressions qu'ont pu vivre les victimes de ces affaires. Le corps de Bobby est nu, couvert d'hématomes. Son visage est défiguré à tel point que les enquêteurs vont demander des analyses dentaires avant de prévenir la famille. Les affaires qui sont présentées dans ce genre d'émissions, de podcasts, de vidéos YouTube sont parfois même des affaires qui n'ont pas encore été résolues. Et la question du respect des victimes et des familles des victimes est parfois assez floue dans ce genre de documentaire. La fascination et la curiosité que suscitent les histoires criminelles ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Rien qu'au 19e siècle, on pouvait déjà par exemple voir au Royaume-Uni ce qu'on appelait à l'époque des penny dreadful, qui étaient des petites histoires macabres qui étaient vendues pour un penny du coup en Angleterre et où on relatait des histoires criminelles qui étaient plus ou moins inspirées de faits réels. Les histoires criminelles, les tueurs en série vendent beaucoup, ils permettent d'attirer beaucoup de monde, beaucoup de curiosité et donc ça en fait un contenu qui est très très regardé. On a pu le constater rien qu'avec l'énorme popularité des traits d'horreur de Squeezie dont absolument tout le monde parle. Je pense que tout le monde a déjà vu un trait d'horreur de Squeezie ou au moins en a déjà entendu parler. Mais il y a aussi plein d'autres youtubeurs qui ne faisaient pas du tout de vidéos dans le genre à la base et qui se sont tournés en grande partie, voire complètement à ce genre. Je pense à la youtubeuse qui s'appelait Auria, que je connaissais avant en tant que youtubeuse beauté, plutôt beauté lifestyle, qui a maintenant complètement tourné sa chaîne vers le fait de raconter ce genre d'histoire avec sa nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Auroria. Je pense aussi à Max Case qui a tourné une grande partie de sa production de vidéos vers ce genre de contenu alors que c'était pas forcément tout ce qu'il faisait à la base. À côté de ça, on a des chaînes YouTube qui sont complètement spécialisées là-dedans mais qui ont vraiment débuté par ça. Je peux penser par exemple à Liv en France ou à Victoria Charlton pour le coup. Et ce genre d'histoire n'existe pas que sous le format vidéo et documentaire. Moi je me souviens quand j'étais petite, mes parents m'envoyaient chercher le pain à la boulangerie du coup et je devais passer devant la maison de la presse à chaque fois et sur cette maison de la presse, dans la vitrine il y avait toujours les grandes couvertures de magazines qui racontaient ce genre d'histoire mais qui ne racontaient que ça. Et je me souviens d'avoir du mal en fait à m'empêcher de regarder les gros titres qu'il y avait qui étaient du genre une jeune fille de 11 ans a été retrouvée étranglée dans les bois et je me souviens que ça me terrifiait à chaque fois que je passais devant et pour autant j'arrivais pas à m'empêcher de regarder à chaque fois quels étaient les nouveaux titres quoi. La question de ce qui pousse les gens à consommer ce genre de contenu, c'est une grande question à laquelle beaucoup de gens ont tenté de répondre et on a toujours différentes pistes de réponse entre curiosité malsaine, peut-être voyeurisme et en même temps une volonté de se confronter au tréfonds de la pensée humaine, d'aller voir qu'est-ce que l'humain peut faire de plus psychologiquement mauvais. Mais aujourd'hui personnellement c'est pas vraiment à cette question là que j'ai envie de répondre dans cette vidéo. Le true crime et les histoires criminelles en général, de par leur popularité, participent à créer une certaine image, un certain imaginaire collectif autour de ce qu'est un crime, comment se déroule un crime et qu'est-ce qui constitue un crime en fait. Contre qui il se produit, par qui il est fait et dans quelles conditions. Ces récits ou ces documentaires d'histoires criminelles semblent représenter la réalité de ce qu'est le crime parce qu'ils s'appuient en fait sur des histoires qui sont réelles, sur des faits réels.
Mais ce n'est pas parce qu'on raconte des histoires vraies qu'on présente la réalité de manière juste, objective ou neutre. De la même façon, on peut constater que dans les journaux, même si les journalistes racontent des faits, un journal n'est pas neutre, un journal est orienté politiquement. Parce que il y a évidemment énormément de faits qui ont lieu tous les jours, et le fait même de choisir certains faits dont on va parler et de l'angle dans lequel on va parler d'eux, c'est déjà une orientation politique en soi. Même si on ne raconte que des choses qui sont réelles et qu'on ne ment pas sur la réalité, on participe à créer une vision biaisée de la réalité. Donc les médias nous donnent toujours une vision subjective du monde par cette sélection de quelles histoires on va raconter, quelles histoires on va mettre en avant, même en racontant des histoires vraies. Dans le true crime, c'est la même chose, c'est-à-dire que si les récits qui nous sont racontés sont tous des récits qui ont vraiment eu lieu, ce sont des histoires vraies, ça ne veut pas dire que la façon dont elles nous sont montrées et les histoires qui nous sont montrées représentent globalement la réalité de ce qu'est le crime. Tout cela va nous donner une vision subjective et biaisée du crime parce qu'on va nous montrer très souvent le même type de victime, le même type d'agresseur et le même type de trope, on va dire, autour de ce qui se passe dans ces histoires criminelles. C'est ce qui m'a donné aujourd'hui envie de parler des impacts politiques de true crime, et c'est autour de cette question-là que j'ai envie de mener ma vidéo en fait. Je veux parler de comment le true crime joue sur l'imaginaire collectif et nous donne une image de la violence et finit par dépolitiser un petit peu les origines de la violence. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer cette vidéo. Nous allons donc rentrer dans ma partie 1, les femmes victimes parfaites. Une grande partie des documentaires, des récits, des vidéos d'histoires criminelles se concentre sur des meurtres, et la victime par excellence de ces meurtres est souvent des femmes, et souvent des assez jeunes femmes. Les histoires sur les femmes sont toujours les plus regardées, les plus prenantes et les plus sensationnalistes en fait. Très souvent on a des descriptions de séquestration et de violences sexuelles qui précèdent la mort de la victime ou même la succèdent. On le voit tout de suite en fait quand on cherche des chaînes YouTube ou des podcasts, des chaînes et tout qui parlent de ce genre de sujet. Il y a vraiment quand même une grosse majorité de ces émissions qui traitent des victimes qui sont des femmes, des affaires horribles sur des femmes. On nous montre des femmes tuées en faisant du stop, des femmes qui se font tuer par leurs voisins ou qui se font tuer par un illustre inconnu dans la rue. Cela peut nous amener à penser que la majorité des homicides touchent des femmes. Et c'est pas le cas en fait. La majorité des homicides dans le monde, et de loin, ce sont des hommes tués par d'autres hommes. En France par exemple, les hommes ont en moyenne un taux d'homicide par habitant 4 fois supérieur à celui des femmes. Alors pourquoi est-ce que les homicides des femmes sont-ils plus mis en avant? Selon les auteurs de The Politics of True Crime, Vulnerability and Documentaries on Murders in Swedish Public Service Radio's P3 Documentaries. Ces auteurs ont donc étudié ce genre de documentaire en Suède et ont essayé de comprendre la surreprésentation des femmes dans les récits d'histoire criminelle en fait. Et selon eux, cette surreprésentation est due au fait que dans l'imaginaire collectif, les femmes sont totalement vulnérables, et les femmes sont vulnérables à toutes les attaques et elles sont plus vulnérables en dehors de chez elles. En effet, depuis toute petite, on nous rabâche qu'il ne faut pas qu'on sorte seul, qu'il faut qu'on sorte accompagné d'un homme, qu'on ne doit pas rester tard le soir dans la rue, qu'il ne faut pas traîner dans les rues parce que c'est dangereux pour nous. Les autrices nous rappellent que ce genre de vidéos et de documentaires jouent sur la peur comme un instrument crucial en fait qui fait marcher ce genre de documentaire. Et cette tentative de susciter la peur les fait appuyer sur un discours qui est très habituel et très commun dans notre société, qui est celui de la vulnérabilité ultime des femmes. Ce que Sarah Ahmed avance dans sa thèse, c'est que la peur des femmes dans l'espace public n'est pas tant le résultat d'une vulnérabilité inévitable, mais elle est plutôt suscitée par une menace de violence. Selon elle, ces récits d'histoire criminelle, ils viennent nourrir un discours qu'on nous rabâche depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y aurait des endroits pour les femmes qui seraient plus dangereux que d'autres. Et donc on devrait y faire beaucoup plus attention, alors que dans les faits, si bien évidemment les femmes se font harceler dans la rue, suivre dans la rue, insulter, etc., elles ne sont pas beaucoup plus en sécurité chez elles. En effet, la grande majorité des homicides sur les femmes ont lieu dans leur foyer, et elles sont en général tuées par leur mari. C'est donc d'ailleurs ce qu'on appelle des féminicides dans une perspective féministe. Pour comprendre ce genre de meurtre, les femmes ne sont donc vraiment pas plus en sécurité chez elles avec leur mari que dans la rue. En Suède par exemple, nous dit l'autrice, 80% des meurtres de femmes avaient été commis par leur partenaire et quasiment toujours dans leur maison. Pourtant ce genre de récits et de documentaires font toujours passer l'idée que les femmes devraient toujours être sur leur garde dehors, et que quelque part sortir dehors la nuit pour une femme c'est quelque chose qui est assez illégitime et irresponsable et qui la mènerait à subir plus de violence. C'est une sorte de culpabilisation, et ça
nous éloigne en fait de l'espace public en nous disant que si jamais il nous arrivait quelque chose toute seule dans la nuit, ce serait quelque part de notre faute, alors que dans les faits on se fait bien plus tuer chez nous que dans la rue. L'autrice conclut donc, ce genre de récit sur ce qu'est le danger et la sécurité dans les documentaires de true crime suggère donc une restriction de l'accès à l'espace public aux femmes. Et cette vision des crimes en fait qui est partagée dans ce genre d'histoire de documentaire, elle n'est pas anodine en fait, parce que une majorité des personnes qui constituent l'audience de ce genre de documentaire, ce genre de vidéos, etc., ce sont des femmes, des jeunes femmes et des jeunes filles en fait. Beaucoup de ces documentaires appuient aussi sur des crimes commis sur des très jeunes filles, des enfants en fait, qui se font kidnapper après l'école, qui se font emmener par un monsieur, par quelqu'un qu'elles ont rencontré en ligne, etc. Alors que, encore une fois, la majorité des actes pédocriminels qui sont commis sur des enfants sont commis par des gens dans la famille ou dans l'entourage très proche de la famille. Les féministes s'acharnent notamment en fait depuis des années à sortir en fait l'image collective, l'imaginaire collectif qu'il y a autour du viol, pour dire que en fait les viols c'est très rarement quelque chose qui a lieu la nuit dans une ruelle sombre par un inconnu qui veut du mal à des jeunes filles. Ça c'est un cas de viol qui est très rare en fait. Et pourtant dans l'imaginaire collectif il reste très ancré, cette image là reste très ancrée, et on ne peut que blâmer en partie les documentaires du genre true crime et ces vidéos etc. qui viennent toujours nourrir cette idée là quoi. La majorité des violences sexuelles, qu'elles soient des viols ou de la pédocriminalité en général, sont commises par des proches des victimes, que ce soit des amis, des frères, des petits amis, des oncles, etc., etc. Et pourtant on peut avoir l'impression que le fait que par exemple ces histoires de crimes mettent particulièrement en avant des histoires de femmes qui sont victimes de violences, c'est forcément féministe parce qu'on parle de violences faites aux femmes. Sauf que la façon de le faire est très importante en fait, et l'impact politique que ça a est très différent selon la façon dont c'est raconté. Les récits d'histoires criminelles sensationnalistes et sombres qui dépeignent les violeurs et les pédocriminels comme des gens sombres qui vivent dans des maisons isolées, des monstres qui sont isolés de tout, qui sont bizarres socialement et tout, créent une certaine image de ce qu'est une violence sexuelle et de ce qu'est un violeur, de ce qu'est un pédocriminel, etc. Et en fait finalement c'est une image qui est très fausse par rapport à la réalité de qui sont les violeurs, les pédocriminels, etc. Et donc du coup, quand les femmes, quand les enfants mettent en alerte sur les violences qu'ils subissent dans leur foyer par des hommes qui ont l'air très gentils, très normaux, eh bien leur récit est beaucoup plus mis en cause parce que on a cette image du violeur et du pédocriminel comme quelqu'un de reclus et de monstrueux socialement, ce qui n'est pas le cas dans les faits. Et donc du coup de partager une certaine image du crime qui est très sensationnaliste, qui joue sur vraiment des caractéristiques étranges de monstruosité, et bien ça finit par ne pas du tout aider les victimes qui vivent la grande majorité des situations qui sont des situations avec des proches et des gens qui sont considérés comme normaux. Les vidéos et les documentaires de type true crime alimentent donc un certain discours patriarcal qui vient dire que les femmes ne sont pas en sécurité dans la rue et qu'elles feraient mieux de rester chez elles avec leur mari ou de sortir justement avec un homme, avec un copain, etc. pour être en sécurité parce que ce serait les hommes la sécurité, alors même que statistiquement la rue n'est pas plus dangereuse que le foyer pour les femmes. Mais ce genre de récit qui vise à toujours mettre l'accent sur une violence qui aurait lieu dans la rue, eh bien ça nous pousse en fait à avoir peur tout le temps et avoir peur de sortir la nuit, avoir peur de bouger de chez nous, d'accéder à l'espace public, alors même que c'est pas forcément les lieux les plus dangereux pour nous en fait. Ces documentaires donnent donc une image faussée des crimes qui sont commis envers les femmes. Et ça alimente une certaine peur de sortir de chez elles pour les femmes qui ne fait que les angoisser davantage, alors qu'elles ne sont pas forcément plus en danger le soir que la journée par exemple. Les documentaires de true crime jouent de nos peurs, les instrumentalisent, mais ne les tournent pas contre les bons coupables en fait. Et donc ici on voit bien que dans la sélection des histoires qui sont racontées par justement ces documentaires de true crime, ces chaînes de podcast true crime ou ces vidéos, il y a une certaine sélection qui est faite. Et c'est une sélection qui est pas forcément toujours consciente. Je dis pas que tous les youtubeurs ou créateurs de contenu qui parlent de ça ont une volonté de cantonner les femmes chez elles et de véhiculer ce discours là en fait, mais c'est un truc qui se fait assez automatiquement parce que comme je l'ai dit ça s'appuie sur des discours en fait patriarcaux qu'on nous rabâche depuis le début de notre vie et qui du coup ont l'air de se fonder sur quelque chose de réel puisque on nous avertit toujours de la rue et d'un seul coup on voit des histoires qui se passent mal, qui se passent dans la rue, alors ça nourrit une sorte de peur qui est déjà là et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien. Entrons donc dans ma deuxième partie, le
le racisme de True Crime. Certains activistes antiracistes ont relevé le fait que dans les documentaires du genre True Crime, tous les récits d'histoires criminelles étaient majoritairement des histoires sur des victimes blanches et même sur que des personnes blanches en général. L'auteur Elon Green a écrit un article dans le journal The Appeal en avril 2020 intitulé The Enduring Pernicious Whiteness of True Crime, où il revient sur le racisme qui existe depuis le début de ce genre d'histoire criminelle. Il explique que dans les récits d'histoire criminelle de type True Crime, les vidéos, les podcasts, etc., en général, les victimes sont blanches, les meurtriers sont blancs, les juges sont blancs, les avocats sont blancs, les policiers sont blancs. Puisque ces documentaires sont faits pour une audience qui est supposée blanche. Les victimes blanches paraissent alors bien plus vendeuses puisque on part du principe qu'un public blanc aura bien plus de sympathie et d'empathie envers une victime blanche que envers une victime noire. Ce manque d'empathie envers les personnes non blanches ou les personnes noires tout simplement s'illustre dans beaucoup d'exemples en fait. Il donne par exemple l'exemple du meurtrier Samuel Little qui a tué 93 personnes aux États-Unis qui étaient majoritairement des femmes noires. Et il est resté relativement inconnu jusqu'à justement en 2020, il y a eu un petit peu 2020-2021, on a recommencé à en parler un peu, mais malgré une fascination absolue des États-Unis pour les serial killers et le crime, c'est un mec qui est resté relativement dans l'ombre. Et le fait que ses victimes n'étaient pas blanches n'est pas sans rapport avec le fait que cette histoire n'a pas choqué tant que ça. C'est la même chose, il explique pour le cas Atlanta Child Murders, où en 3 ans, 25 enfants, quasiment tous afro-américains, ont été retrouvés tués. Un suspect a été trouvé par la police et il a été inculpé pour le meurtre de 2 adultes, mais il est suspecté d'avoir un lien avec cette affaire qui n'a jamais été vraiment suivi après ça. En 2020, il y a HBO qui a sorti une série documentaire sur cette affaire justement à Atlanta qui s'intitule Atlanta's Missing and Murdered the Lost Children, qui a été publié et le producteur a reconnu qu'en fait aucun de ces enfants n'a jamais eu de réel hommage et que les familles n'ont pas été contactées jusqu'à ce documentaire pour parler eh bien, de leur vie et du crime que leur enfant a subi. On ne peut alors s'empêcher de se demander, voire même d'affirmer que l'histoire aurait été traitée différemment si ces 25 victimes étaient des enfants blancs en fait. La décision de ne pas montrer beaucoup de victimes non blanches pour des émissions comme True Crime, c'est avant tout une décision qui est financière puisque on va voir que eh bien, un public majoritairement blanc ou qu'on imagine majoritairement blanc va avoir beaucoup moins d'empathie envers des victimes non blanches et puisque ces documentaires arrivent à attirer les gens en suscitant de la peur, en créant de l'empathie, etc. et bien ça va être le choix financier de ne pas forcément mettre en avant plus de victimes non blanches que ça. Et ce manque d'empathie, on a pu le constater notamment par exemple avec la série Dahmer, puisque Dahmer c'est un serial killer qui a tué en majorité des jeunes hommes noirs et homosexuels. Et il y a eu pas mal par exemple de personnes blanches sur TikTok ou sur Twitter qui ont dit que finalement ça ne les choquait pas tant que ça, que Dahmer était pas si dur que ça, etc. Et en fait évidemment peut-être que si tu te sens vraiment pas concerné par ce genre de personnes et que tu as moins d'empathie pour elles, tu peux avoir ce genre de propos, mais il y a que dans ce sens-là que tu peux trouver ces meurtres moins effrayants ou pas si horribles que ça. Au-delà de la question de la désensibilisation à la violence que peut poser le fait de regarder tout le temps ce genre de contenu, on peut se poser la question du manque d'empathie de beaucoup de personnes envers des jeunes hommes homosexuels majoritairement noirs. De plus, si la communication de Netflix autour de la série Dahmer prétend avoir à cœur et vraiment tenir au respect des familles des victimes, dans les faits, les familles des victimes n'ont pas du tout été prévenues quant à l'histoire et les familles de victimes considèrent que la série manque de justesse et de précision et elles réclament le droit à l'oubli. De plus, Kim Alsup, la coordinatrice de production, a déclaré avoir été victime de racisme sur le tournage, sauf dans l'épisode 6 il me semble, qui était réalisé ou co-réalisé par des personnes noires du coup, mais elle déclare avoir été victime de racisme sur le plateau pendant tout le long et que le tournage de la série Dahmer était l'un des pires tournages de série qu'elle avait fait dans sa vie. La question des intentions et du marketing que fait Netflix autour de cette série, du coup quand on voit le marketing que veut faire Netflix à propos de cette série et de la réalité du plateau tournage et du non-respect des familles,
ça pose quelques questions d'éthique quand même. Elon Green revient dans son article sur l'histoire du genre du true crime à ses débuts et l'histoire de la ségrégation dans le journalisme aux États-Unis du coup. Dans les années 60, les journalistes noirs écrivaient dans des journaux centrés uniquement sur des problématiques des communautés noires. C'est pas par choix, c'est parce que en fait les grands journaux mainstream étaient complètement blancs et complètement réservés aux journalistes blancs. On allait reléguer en fait les nouvelles en fait qui concerner les personnes noires et la communauté noire à des journaux pour les personnes noires et la communauté noire, comme si ce n'était pas une affaire publique ou quelque chose à discuter de manière sociétale quoi. Ce n'était pas jugé digne d'intérêt pour des lecteurs blancs et pour la société plus globalement. Dans ces journaux, les journalistes noirs qui travaillaient donc dans ces journaux adressés à la communauté noire, etc., ils parlaient évidemment de beaucoup de meurtres en fait qui avaient lieu, puisque dans les années 60 on est quand même dans une période où il y avait énormément de meurtres d'hommes noirs qui avaient lieu dans le sud des États-Unis particulièrement, et qui étaient racistes, qui étaient d'une violence terrible et qui étaient très glauques, et pourtant ça ne suscitait pas l'intérêt en fait, et pourtant on peut considérer que c'était une sorte de true crime puisque c'était des meurtres qui étaient horribles, et pour autant eh bien la communauté des journalistes blancs ne considérait pas que ça valait une couverture plus grande que ces journaux communautaires noirs du coup. Elon Green nous rapporte les paroles de l'universitaire Walter Lowe Jr. La fréquence à laquelle les hommes noirs en particulier étaient pendus, parfois castrés et pendus dans le sud sans qu'il n'y ait aucune répercussion derrière, indiquait à l'époque que les crimes contre les personnes noires n'étaient pas considérés comme des crimes par l'ensemble de la société. Elon Green nous rapporte aussi que de 1987 à 1992, le nombre d'homicides avait complètement explosé à New York avec 2245 meurtres seulement en 1990. Il était difficile en fait du coup de couvrir toutes ces affaires, et il y avait toutes ces affaires de meurtres qui avaient lieu donc quotidiennement étaient très largement filtrées pour choisir de quelles victimes on allait parler dans le journal, puisqu'on n'allait pas couvrir toutes les affaires de meurtre. Et on raconte alors qu'à l'époque les journalistes dans les Daily News blaguaient sur le fait que pour qu'un meurtre soit couvert, il fallait que la victime soit une femme blanche attirante tuée d'une manière horrible dans un endroit intéressant. Et si un crime ne réunissait pas ces caractéristiques-là, on n'en parlerait tout simplement jamais. Le genre du true crime peut et a aussi été utilisé pour servir des politiques, des projets racistes en fait. On peut penser par exemple en Suède à The Honor Killing of Abbas Rezai, qui est encore une fois un exemple qui est cité dans l'article dont je parlais au départ sur le true crime en Suède. C'est un documentaire audio du coup qui est sorti sur la radio publique en Suède et qui est sorti en 2016, plus de 10 ans après l'affaire de ce meurtre quoi. En 2016, la question de l'immigration était particulièrement polémique en Suède. On discutait quotidiennement de ce sujet-là, et le parti des Sweden Democrats, un parti nationaliste anti-immigration qui a pris ses racines dans un parti néo-nazi, occupé depuis 2014 15% du Parlement. Je sais pas si ça fait écho à des situations particulières dans certains pays, etc. Mais bon, la chaîne qui a diffusé ce documentaire donc sur le Honor Killing of Abbas Rezai pouvait être absolument sûr que ce documentaire allait jouer dans le débat public et allait être instrumentalisé à des fins politiques. Ce documentaire raconte l'histoire d'un jeune homme de 19 ans nommé Abbas qui est venu seul en Suède de l'Afghanistan, où il a rencontré une jeune femme qui s'appelle Mariam et qui est aussi afghane, qui est aussi une famille afghane. Et selon les commentaires faits par une amie dans le documentaire, Mariam était contrôlée par son frère, elle devait porter le voile, elle n'avait pas le droit d'être amie avec des hommes ou d'utiliser internet sans être surveillée. Selon le documentaire encore, sa famille avait prévu qu'elle se marie à un cousin qui était approuvé par sa famille de haut rang. La famille d'Abbas était-elle de classe plus populaire et moins respectée. Il ne pouvait pas être considéré comme un mari acceptable. Mariam s'est alors enfuie avec Abbas. Elle a finalement appelé sa mère qui lui a assuré que la famille avait changé d'avis et les a convaincus de venir visiter la famille. Ils se sont alors rendus là-bas pour célébrer leur fiançailles, mais la famille avait d'autres plans, nous indique le narrateur du documentaire. Mariam se fait droguer pour la faire dormir et Abbas est tué par sa famille. Les détails horrifiques de sa torture sont tous racontés minutieusement dans le documentaire. Les auteurs de The Politics of True Crime, Vulnerability and Documentaries on Murders in Swedish Public Service Radio, P3 Documentary, pourquoi ce titre est si long vraiment, nous indique alors dans ce documentaire que Mariam et Abbas représentent un petit peu les immigrés modèles bien intégrés en Suède. Ils sont le modèle de l'intégration qu'il faudrait atteindre selon du coup des politiques de droite. Et le documentaire joue tout le long entre l'opposition entre eux et la famille de Mariam, qui est plutôt présentée comme les monstres qui viennent d'ailleurs, qui sont la mauvaise immigration, le mal. Et un documentaire comme celui-ci, en fait, dans une période polémique sur l'immigration et de plus grande influence de l'extrême
l'extrême droite dans le pays va jouer sur une peur du public qui est déjà alimentée par des débats politiques quotidiens, et ça va donc influencer en fait les décisions politiques et les discussions politiques autour de l'immigration. Ces documentaires, en se saisissant d'affaires qui ont eu lieu réellement et en ajoutant une touche sensationnaliste propre à ces documentaires, permettent en fait d'instrumentaliser la peur à des fins racistes, comme c'est souvent le cas avec des faits divers qui sont récupérés par l'extrême droite. De manière plus générale, ces affaires de crime peuvent être récupérées à des fins politiques, et on peut penser à un exemple assez récent en France qui est celui de l'affaire Lola. Le corps de Lola, une jeune fille de 12 ans, a été retrouvé dans une malle près du 19e arrondissement après avoir été violée, et la suspecte est une femme d'origine algérienne nommée Dabia B. Cette affaire a été récupérée par la droite et l'extrême droite pour servir des propos racistes et anti-immigration. Un rassemblement a été organisé en autre part autour d'Éric Zemmour et a été organisé au nom de la justice pour Lola, alors même que la famille de la victime a demandé à ce que cette histoire ne soit pas récupérée à des fins racistes et politiques pour que les parents puissent faire leur deuil en paix. Nous vous demandons de vous disperser dans le calme et dans la dignité. Vous faites pas de la politique là? Non, on défend notre pays, monsieur. On défend notre pays, c'est tout. On est chez nous. Le résumé de tout ça est donc que True Crime et les documentaires du genre, en partageant certaines histoires et certaines victimes et certains coupables, viennent influencer et instrumentaliser certaines idées qui circulent déjà dans le débat public en fait, et en instrumentalisant la peur, qui est quand même quelque chose une émotion spécifique qui est facile à instrumentaliser politiquement, ces documentaires ont un impact politique en fait plus global. Ces documentaires donnent une vision du crime, de qui sont les criminels, qui sont les coupables et qui sont les bonnes victimes, qui est biaisée en fait. Et ils servent des objectifs politiques, que ce soit de manière volontaire ou involontaire dans le choix des histoires qui sont racontées, et aussi dans la façon de les raconter. Mais nous allons le voir maintenant, ces documentaires participent aussi à la dépolitisation de la violence. C'est donc ici que on rentre dans ma troisième partie qui s'appelle la dépolitisation de la violence. Le genre de true crime et les récits d'histoires criminelles participent à dépolitiser la violence dans la façon dont les histoires sont racontées. En effet, dans ce genre de récits d'histoires, on présente souvent des histoires qui sont très individuelles. On les présente comme des cas isolés en fait, en parlant des meurtriers comme des psychopathes, des fous, des dérangés, des hommes dangereux, etc. qui traînent dans nos quartiers et terrorisent nos coins de rue quoi. Ça a comme effet déjà, en premier lieu on peut en parler, une certaine stigmatisation en fait des troubles mentaux. On pense que ce sont des troubles mentaux qui vont causer de la violence et qui vont rendre les gens dangereux, alors que c'est plutôt l'inverse en fait. Dans les faits, les personnes atteintes de troubles mentaux ont 10 fois plus de chances d'être victimes de violences que d'en être auteurs. Les personnes atteintes de troubles mentaux représentent en général bien plus un danger pour elles-mêmes que pour les autres en fait finalement. Et si évidemment certains criminels, on peut pas le nier, sont atteints de troubles mentaux, l'origine de la violence n'est pas à trouver dans une sorte d'origine psychiatrique, ou forcément l'origine de la violence n'est pas à trouver forcément dans le psychique et dans le mental des criminels en fait. C'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Cette façon de représenter les crimes, comme je l'ai mentionné plus haut, est très individuelle, et elle présente la violence comme quelque chose d'isolé qui survient de manière inattendue sans vraiment de raison, et qui est la cause d'individus qui sont dangereux et mauvais. Cela nous fait oublier que les violences sont le produit en majeure partie de nos sociétés, et ce sont les structures de domination dans nos sociétés capitalistes qui créent les violences en premier lieu. Les violences découlent d'un système. C'est pour cela que l'on parle de violence systémique. Prenons par exemple le cas, pour illustrer tout ça, des féminicides en France. En 2022, selon le collectif Nous Toutes, 146 féminicides conjugaux ont eu lieu. C'est-à-dire que 146 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou par leurs ex-compagnons. La raison de ces féminicides n'est pas que les hommes sont fous, que ces hommes étaient particulièrement mauvais, ou que les hommes sont biologiquement plus enclins à frapper leurs femmes et à tuer leurs femmes. La raison de ce nombre aussi élevé de féminicides, elle est politique, et elle réside dans les structures de domination qui régissent notre société et la façon dont on y répond en tant que société, qui est en France pas grand chose quoi. En France, les mesures qui sont faites contre les violences conjugales sont extrêmement faibles, et notre système de réponse aux violences conjugales est extrêmement mauvais comparé à d'autres pays européens. Par exemple, l'Espagne, grâce à l'action féministe, a vu son nombre de féminicides baisser de 25% depuis 2005. En formant davantage la police, en mettant des budgets conséquents dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en faisant des tribunaux spécialisés et en attribuant des logements d'urgence par exemple beaucoup plus facilement. Les féminicides
suicides sont, comme beaucoup d'autres violences, des violences qui découlent d'un système caractérisé ici par les hommes qui tuent et frappent leur conjointe. Les récits criminels de True Crimes, en présentant les crimes comme des violences isolées, nous font oublier que ces violences découlent d'un système, et encore plus que ce système peut être combattu. J'ai vu récemment pas mal de femmes se plaindre, notamment sur Twitter, et à raison, des traits d'horreur de Squeezie, qui parlent souvent de femmes qui se font poursuivre dans la rue, qui se font agresser, qui se font suivre, qui échappent à des viols, etc. etc. Notamment parce que ces histoires étaient ponctuées d'interventions de Squeezie du genre ah ça peut arriver à tout le monde les gars, faites gaffe à vous, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Alors que ces violences étaient spécifiquement des violences misogynes qui n'arrivent en réalité que ou quasiment que aux femmes. Cela pose aussi certaines questions quant au divertissement qu'offre ce genre de traits de horreur. Est-ce que c'est vraiment divertissant de voir des femmes échapper à des tentatives de viol et d'agression sexuelle? C'est aussi la question que pas mal de meufs ont posée récemment sur les réseaux. De plus, comme on l'a vu encore une fois, ces récits jouent avec nos peurs en fait. C'est vraiment l'émotion principale sur laquelle ces émissions jouent et c'est l'émotion principale qu'elles suscitent en fait. Mais le truc en fait c'est que la peur est pas forcément totalement improductive et ces émotions dirigent notre peur vers les mauvais coupables, elles les dirigent vers des mauvaises directions. Ces émissions pointent la violence comme quelque chose d'hasardeux qui nous tomberait sur la tête comme des comètes qui viennent de nulle part. Ce qui finit par rendre les gens complètement paranoïaques et cette parano peut jouer sur un sentiment global d'insécurité qui est un sentiment qui est souvent instrumentalisé quand même par la droite et l'extrême droite pour servir des discours racistes. L'extrême droite est vraiment obsédée par l'idée que la France n'est plus un pays sûr, qu'il y a des criminels dans tous les coins de rue qui viennent arracher les sacs des vieilles dames et tuer les pauvres jeunes filles qui se baladent. Et vraiment l'insécurité c'est un discours sur lequel l'extrême droite joue énormément en fait et auquel il faut faire attention. Et ce genre de récits true crime et tout ont tendance en fait à appuyer en fait sur cette peur et donc du coup à rendre les gens parano et donc à appuyer en fait sur l'idée qu'il y aurait un sentiment d'insécurité qui serait justifié. Et alors que dans les faits, des fois on nous montre de plus en plus d'histoires de crimes à des périodes où le taux de criminalité n'augmente pas forcément en fait, mais le fait de voir tout le temps des contenus liés à ça, des faits divers liés à ça, ça finit par nous faire croire qu'il y a plus d'insécurité qu'avant, alors que c'est plus juste qu'on nous en parle plus en fait. Ce genre de récit effraie les gens dans leur vie quotidienne, on se met à considérer que la violence est de partout, peut venir de partout, de nos voisins, de tout le monde, et elle nous pousse à nous mettre sur nos gardes, et particulièrement pour les femmes comme on l'a vu dans la toute première partie. Mais l'un des points importants c'est aussi de comprendre que puisque ces violences nous sont présentées comme quelque chose d'hasardeux, quelque chose qui est l'action de quelques fous qui se baladent dans nos rues avec des couteaux et qui viennent agresser les pauvres gens, et bien d'abord on a peur en premier lieu, mais on a aussi l'impression qu'on ne peut rien faire contre ces présupposées violences qui nous tomberaient dessus à tout moment. La seule chose à faire pour combattre ces violences, ce serait d'attendre sagement que la police vienne nous sauver de ces fous qui traînent dans nos rues. Or, cela change complètement lorsqu'on applique une autre grille de lecture, celle des violences systémiques dont j'ai parlé au début. Lorsqu'on désindividualise ces histoires, qu'on les met dans un contexte et que l'on explique que ces violences proviennent de systèmes de domination qui structurent nos sociétés comme le sexisme, le racisme, la transphobie, l'homophobie, etc. On prend conscience que nous ne sommes pas impuissants en fait face à cette violence. Nous pouvons lutter contre ces systèmes. C'est-à-dire qu'on reconnaît que quand il y a de la violence, eh bien le plus souvent elle est l'action de systèmes de domination, elle est l'action d'agression raciste, d'agression misogyne, etc. On peut s'organiser et lutter contre ces violences. Nous ne sommes plus impuissants en fait. Les récits de true crimes, en individualisant ces discours de violence, nous démobilisent afin de diluer notre colère. Ça nous empêche de prendre conscience de notre pouvoir en tant que groupe et de nous mobiliser pour détruire ces systèmes de domination en fait qui sont à l'origine de ces violences. Et en plus des fois, comme on l'a vu, des fois les récits true crime instrumentalise cette peur juste à des fins de nous rendre juste un petit peu parano et de nous faire croire qu'il y a du danger partout, mais c'est aussi une pente très glissante qui permet d'instrumentaliser ces violences, comme je l'ai dit, pour l'extrême droite en fait, qui va instrumentaliser de manière raciste des affaires pour désigner une insécurité qui serait le fait des migrants, des personnes noires, des personnes arabes, etc. Et c'est une même instrumentalisation misogyne qui fait croire aux femmes qu'elles sont en danger dès lors qu'elles sortent de chez elles, alors même que là où elles se font tuer le plus, c'est dans leur propre foyer. Dans l'article que j'ai aussi déjà cité plus haut, The Enduring Pernicious Whiteness of True Crime, l'auteur Elon Green cite un texte de l'écrivain, poète et auteur James Baldwin pour parler de sa pertinence en fait sur l'affaire Atlanta Child Murders dont on avait parlé plus tôt, c'est-à-dire ces 25 enfants majoritairement afro-américains qui avaient été tués. James Baldwin avait alors écrit à l'époque un essai sur le sujet intitulé The Evidence of Things Not Seen, où Elon Green nous dit:
Il défie fièrement les clichés du genre de ces histoires criminelles. Il n'a pas porté son attention sur les meurtres ou les enquêtes, mais sur la violence systémique envers les personnes noires. Il n'a pas vu ces meurtres comme un cas particulier. Son insistance à écrire sur des enjeux plus larges que la maladie sociale était autant à blâmer pour le meurtre de ses enfants que n'importe quel meurtrier, et son refus de traiter ces événements comme une enquête développée minute par minute a suscité des critiques à l'époque. On lui a reproché, dans un article du New York Times, qu'il y ait trop de sermons quant à l'état global des relations raciales aux États-Unis et qu'il n'a pas assez creusé les aspects spécifiques des meurtres d'Atlanta. Il était bien plus intéressé par comment les Américains, historiquement, voyaient les hommes noirs comme des violeurs et tueurs de femmes blanches. Si évidemment Dahmer avait une condition psychologique qui était extrêmement instable et que c'était un individu très cruel, le choix de ses victimes ne s'est pas fait au hasard. Ce n'est pas pour rien que toutes ces victimes, ou la majorité de ces victimes, sont des hommes noirs homosexuels. Parce que cette violence est permise, et on le voit d'ailleurs dans l'affaire Dahmer que la police a été complice à ces meurtres. L'article conclut sur le fait que les documentaires True Crime ne couvrent qu'une certaine partie des crimes parce que leur définition de ce qui constitue un crime est extrêmement étroite. Que penser des violences policières par exemple? Des centaines de crimes violents, sordides et racistes de policiers qui attaquent ou tuent des personnes noires existent, et pourtant ils ne sont que très rarement l'objet de vidéos True Crime. Ce genre de documentaires représente souvent la police et la justice comme les gentils de l'histoire, ils sont du bon côté contre le criminel. Pourtant, ce que demande Ellen Green, c'est est-ce que ces violences policières qui ont lieu contre des personnes noires partout aux États-Unis, ces crimes individuels qui ont lieu, il parle par exemple de l'exemple de Breonna Taylor, qui est une femme noire américaine qui a été tuée par la police dans son lit pendant qu'elle dormait. Il nous dit, est-ce que ces crimes ne sont pas des affaires criminelles qui ont existé? Si elles sont des histoires criminelles qui ont existé, ne rentrent-elles pas dans la définition du true crime? Ce genre de documentaire est en général très favorable aux institutions comme la justice, qui est vue comme fondamentalement juste, et la police. On ne remet jamais en question le fait que la seule solution proposée à ces crimes ce soit des lourdes peines de prison. C'est ce qu'on souhaite, on est censé vouloir que le meurtrier prenne le plus d'années de prison, et on ne va vers aucune autre piste, aucune autre solution, puisque en traitant ces violences comme des cas individuels, on ne peut pas avancer vers une façon différente de traiter le crime et la criminalité dans nos sociétés, et peut-être remettre en question la prison. Tant si le malaise est sociétal, peut-être que la réponse est aussi sociétale. C'est ce que sous-entendait le célèbre criminologue Lacassagne quand il a avancé « La justice flétrit, la prison corrompt, et la société a les criminels qu'elle mérite ». Pour conclure, le point le plus important dans tout ça, à mes yeux, c'est bien de comprendre que le genre du true crime a des implications politiques en fait, et qui n'est pas à prendre totalement à la légère juste comme un genre de divertissement, de la façon dont on prend les traits d'horreur, etc. Ce genre de documentaire, de vidéos, de podcasts a un impact sur notre manière de considérer le crime et la violence dans nos sociétés, et ça c'est profondément politique en fait. Et ça nous fait souvent passer à côté d'une analyse pertinente de la violence en l'attribuant seulement à des individus déséquilibrés, et en ne cherchant pas de causes plus profondes à tout ça en fait. Certains créateurs de contenu qui font du true crime sont quand même par contre plus précautionneux que d'autres, respectueux et plus intelligents. Moi on m'a notamment fait pas mal de louanges autour de Victoria Charlton, dont on m'a dit qu'elle était vraiment plus respectueuse que certains autres créateurs qui avaient tendance à être beaucoup moins respectueux des victimes et à ne reconnaître aucune dynamique raciste ou sexiste, etc. dans la façon dont sont traitées les affaires, dans le rapport à la police et même dans le choix de ces histoires racontées ou pas. Le true crime reste une sorte d'instrument politique en fait comme un autre et doit être regardé toujours avec des pincettes. Dans l'article d'Ellen Green que j'ai cité, lui il préconisait un changement total du genre du true crime. Il dit que le true crime ne devrait plus jamais ressembler à ce à quoi il ressemble aujourd'hui, et ça pose la question de est-ce que le true crime devrait être politique en fait? Est-ce que le true crime devrait se politiser davantage mais de manière consciente et peut-être d'une manière qui renforce moins les structures de domination qui sont déjà existantes dans nos sociétés. Il montre d'ailleurs quelques exemples d'auteurs, de poètes, etc. qui nous parlent de ces crimes et qui font une sorte de true crime, puisque si le true crime c'est traiter de crimes qui ont eu lieu, il nous cite par exemple Andrea González Ramírez pour ses enquêtes sur les violences conjugales au Puerto Rico, ou encore Adam Sauer qui a écrit de la poésie sur les violences policières racistes, ou encore Aura Bogado qui a écrit des récits sur les crimes contre l'humanité que commettent les États-Unis dans le cadre de leur système d'immigration. La violence systémique, la violence institutionnelle
institutionnelle sont les premières violences en fait. Et nous devons alors vraiment faire attention à quelle vision du crime ce genre de documentaire nous pousse à avoir et quel impact politique cela a. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous invitera à vous poser des questions un petit peu sur ce que vous consommez et sur comment vous avez, enfin quelle vision du crime en fait vous avez aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était un sujet, enfin moi c'est un sujet qui pendant mes recherches m'a absolument passionnée. Genre je suis vraiment partie avec genre quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, j'avais un dixième des informations que j'ai eu quand j'ai fait les recherches et quand j'ai approfondi le sujet. Et je trouve qu'il y a tellement de points que j'ai lus dans les articles et tout que je vous ai cités qui sont tellement pertinents. Tous les liens d'ailleurs vers ces articles, vers ces études, etc. sont en lien dans la barre d'informations. Comme ça si vous voulez aller creuser, si vous voulez aller voir tout ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment super intéressant donc je vous invite à le faire. Et ouais, ça me fait trop plaisir de tourner cette vidéo, je l'adore, j'ai trop hâte de la poster, de voir les interactions qu'elles peuvent mener et j'espère qu'elle vous a appris quelque chose et j'espère qu'elle peut vraiment vous amener à vous questionner en fait sur la façon dont on voit la violence parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant et c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps donc je suis très contente de l'avoir faite aujourd'hui. En tout cas je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, n'hésitez pas à partager mes vidéos notamment sur Twitter, il y a juste à partager le post sur mon compte Twitter Ascendant Butch et ça m'aide de ouf, genre vraiment en termes de visibilité et tout c'est vraiment cool. Donc si jamais la vidéo vous plaît et que vous avez envie de faire connaître un peu mon contenu ce serait super cool. Mais sinon voilà, n'hésitez pas à discuter de tout ça en commentaire, laisser un j'aime etc. Bref moi je vous dis bisous et à bientôt.